Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler des derniers mouvements des Denver Nuggets, vous l'avez probablement vu. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, la saison folle NBA 2024-2025 se poursuit après les trades de la trade deadline qui était déjà complètement fou. On se rappelle, Luka Doncic aux Lakers, Anthony Davis aux Mavs, Jimmy Butler aux Warriors, je vous refais pas toute la liste. Après le changement de coach à Memphis qu'on a vu il y a 2 semaines, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, parce que Memphis nous intéresse moins que Denver à l'évidence, c'est au tour de Mike Malone de prendre la porte. Il est remplacé par David Adelman, qui était son assistant coach depuis 2017. C'est le plus tardif changement dans une saison NBA de coach depuis 1981. Et on voulait vous faire un petit débrief rapide enfin rapide, on verra d'ailleurs si c'est rapide ou pas, mais de ce licenciement. Et évidemment, quand on parle de Denver, on est, vous le savez très bien, avec Jérém. Alors Jérém, heureux? Ouais. Je sais pas si en fait j'ai pas plus jubilé ce soir que pour le titre de 2023. Genre, j'ai l'impression que je l'ai plus attendu que le titre, ce move des Nuggets. Donc ouais, en vrai, ouais, plutôt heureux. Ouais. Bah c'est là qu'on voit d'ailleurs toute la bizarrerie des suiveurs NBA, c'est-à-dire qu'à un moment donné, être plus heureux d'un coach viré que d'un titre, c'est quand même un peu étonnant, mais c'est vrai que Jérém, on avait fait déjà 2-3 podcasts dans la saison pour évoquer l'avancée de la saison de Denver, et aussi on a souvent parlé de Mike Malone, et c'est vrai que peut-être, alors évidemment la première surprise c'est le départ de Mike Malone, mais peut-être la deuxième surprise qui vient avec, c'est qu'il part pas tout seul, vu que Calvin Booth est aussi licencié. Est-ce que d'ailleurs, toi, t'avais un avis aussi négatif sur Calvin Booth que sur Mike Malone? En fait, le truc, c'est que Calvin Booth, ça a été beaucoup plus rapide. La relation de Calvin Booth, en fait, il est arrivé à la tête des Nuggets à l'été 2023. Donc il y a quand même beaucoup moins de recul. Mike Malone, par contre, il était à la tête des Nuggets depuis 2015 et je crois que j'en parlais dans le dernier podcast. Moi, ça fait depuis 2018 que j'ai du mal avec Mike Malone, ce qui n'enlève pas, tu vois, ce qu'il a pu faire entre-temps. Et là, en fait, ce qui est assez ouf, c'est que normalement, il y en a un qui trinque pour l'autre. Je me souviens pas de cas où les deux partent en même temps. Et pour autant, ce que tu me disais juste avant, c'est qu'il y a un petit passif, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu lancer ce podcast, c'est parce qu'il y a un petit passif historique entre les deux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ouais, alors en fait, donc Denver remporte le titre en 2023. Et assez rapidement dans la foulée, et notamment, tu vois, moins d'un an après finalement, on entend qu'il y a historiquement une grosse mésentente entre le coaching staff qui est incarné par Mike Malone et en gros le Paul GM qui est incarné par Calvin Booth qui a apparemment daté d'avant la nomination de Calvin Booth en tant que GM. Et en fait, elle était incarnée par d'un côté, finalement, la vision de Mike Malone de ce qu'il aimerait avoir dans l'effectif, contre ce que Calvin Booth, lui, en tant que GM, qui est un mec qui vient du scouting, a envie de développer comme roster. Alors, il y a des joueurs, et par exemple, on a parlé dans le dernier podcast qu'on a fait, qui est assez récent en plus, hein, je veux dire, là, on parle des Denver Nuggets, c'est quasiment moins de 3 semaines après notre dernier podcast. Je pense que Zig Nagy incarne vraiment bien cette différence entre les deux. C'est-à-dire d'un côté, quelqu'un qui a envie de développer des jeunes, et de l'autre, quelqu'un qui a un truc beaucoup plus conservateur et qui cherche des valeurs sûres, et qui aime pas tester, qui aime pas changer les choses. Et en fait, le tandem n'est pas à briser, il n'y a pas eu de choix qui a été fait, ils ont décidé de se dire on se débarrasse des deux. En fait, j'ai l'impression que ce truc-là qui était un peu dans le fond des Nuggets et dont on parlait assez peu dans les médias majeurs, les propriétaires ont fait le choix de dire en fait il y en a marre quoi. Mais qui était assez On repart à connu zéro. pour le coup de la fanbase, parce qu'il y a eu quelques articles qui étaient sortis à l'été dernier, qui justement Ouais. parlaient de ce différent entre les deux, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, mais ça restait quand même assez peu documenté, tu vois, et c'est pour ça que c'est assez difficile pour nous, qui sommes en France, d'en parler des fois dans des podcasts, c'est que, euh, voilà, c'est murmuré, il y a de temps en temps un petit article qui sort, mais il y a rarement des preuves assez tangibles, et du coup,
tu te dis, est-ce que finalement c'est des gens qui ont envie de trouver des sujets, mais qui apportent pas forcément de preuves, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose et ils ont du mal à le prouver? Bah, visiblement, c'était le cas numéro 2, quoi. Sachant que pour essayer de bien comprendre la physionomie des front office de toutes les franchises NBA, si on essaye d'être très caricatural, le président c'est le garant du temps long, le GM c'est le garant du temps moyen terme, et le coach c'est le garant du temps court terme. Et ça correspond un peu au contrat en fait que peuvent avoir chacun. Souvent les GM restent plus longtemps que les coachs. Les coachs, le temps moyen, que ce soit dans le foot ou dans le basket, on va dire que c'est entre 2 et 4 ans. Donc forcément, les coachs ont envie de maximiser leurs chances de réussite sur ces 2 à 4 ans. Donc c'est assez classique d'avoir des différends entre le coach et le GM. Mais pour autant, d'aller jusqu'à un point où on ne se parle plus, et c'est un peu ce qui était sorti, pour le coup, ça c'est un peu plus rare, quoi. Ouais, on était arrivé au cas où effectivement on avait l'impression, enfin en tout cas ce qui ressortait, c'était que Mike Malone ne parlait plus du tout au GM. Et ce qui était assez difficile en fait à comprendre là-dedans, c'était que en fait Calvin Booth, sa nomination, comme on disait, elle est assez récente et qu'avant en fait il y avait limite 2 personnes au-dessus de Calvin Booth. C'est-à-dire que Tim Connelly avait été vraiment, on va dire, l'homme qui avait construit cette équipe. Et on savait que sous Tim Connelly, il y avait Arturas Karnisovas, à savoir que du coup Tim Connelly est devenu GM des Wolves et que Arturas Karnisovas était parti un an avant pour devenir GM des Bulls. Et du coup, quand Calvin Booth est arrivé, c'est vrai que c'était difficile d'avoir une idée de l'historique qu'il y avait parce que c'était vraiment, on va dire, quelqu'un de secondaire dans l'organigramme des Nuggets, quoi. Alors, du coup, on se retrouve dans une situation où il y a un GM qui fait pas l'unanimité et un coach qui fait pas l'unanimité. On reviendra après sur le fait qu'ils soient tous les deux licenciés, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant peut-être de revenir rapidement, ou pas d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'on pouvait leur reprocher à chacun. Pourquoi déjà Calvin Booth, toi qui connais bien la situation des Nuggets, pourquoi Calvin Booth ne faisait pas l'unanimité? Ouais. C'est super dur à dire pour moi l'unanimité. En fait, on vous explique, on enregistre à 23h50. Tous les deux eu des journées compliquées. C'est très compliqué à dire unanimité, mais c'est pas grave. Je te laisse dire pourquoi il faisait pas l'unanimité. Alors, le cas de Calvin Booth, c'est quelqu'un qui arrive, qui, mine de rien, fait des bons moves le premier été. C'est-à-dire que le premier été où il arrive, il échange Will Barton et Monte Morris pour aller chercher KCP. Il trouve Bruce Brown, qui est complètement oublié du marché. Il lui propose un contrat très sympathique qui permet à Denver, qui était pourtant bien au-dessus du cap, de le récupérer. Et c'est un très bon scout et il chope notamment Christian Brown le même été. Et en fait, il faut savoir que Denver, au sorti de la saison 2022-2023, c'est une équipe qui clairement était à la ramasse parce qu'elle n'avait pas vraiment de défenseur, quoi. Et en l'espace d'un été, il a réussi à régler quand même pas mal de problèmes de cette équipe des Nuggets, qui va chercher le titre l'été suivant. Euh, Sauf que dans le chemin, il y a des moves un peu bizarres. Il y a des moves un peu bizarres, comme par exemple à la trade deadline du coup de l'année du titre, tu donnes 5 secondes tour de draft pour Thomas Bryant au poste de pivot, qui ne va jamais jouer. L'été dernier, tu donnes 3 secondes tour de draft pour Reggie Jackson, juste pour pouvoir en fait l'évincer de l'effectif, alors que c'est toi qui lui as donné un contrat de 5 millions, quoi. Et autre exemple, tu donnes un contrat de 32 millions sur 4 ans à Zig Nagy, et Zig Nagy ne joue pas. Et je trouve qu'il y a d'un côté, effectivement, un GM qui est féru de draft, mais qui a quand même donné beaucoup d'assets en très peu de temps pour rien générer avec. Euh, et qui en plus fait des choix qui visiblement ne plaisent pas vraiment au GM, puisque par exemple Zig Nagy n'était pas utilisé quasiment depuis 1 an et demi, quoi. Donc c'est vrai que on sentait qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu bizarre là derrière et Calvin fait pas l'unanimité tout simplement parce que ce qu'on attendait de lui en fait ça aurait peut-être été l'été dernier de se tourner vers des vétérans pour aider en fait Jokic à aller chercher un titre supplémentaire et que lui cet été-là pour des raisons aussi qui sont liées au CBA dont on a parlé plusieurs fois il a plutôt fait le choix de la draft et ça faisait beaucoup quoi, entre les assets et ça pour pas mal de gens. Ouais, parce que ce qu'on s'était dit quand même pour rappel, c'est que Denver faisait partie des équipes qui pour le coup avaient vraiment subi de manière assez lourde le nouveau CBA parce qu'ils avaient donné des contrats assez importants à des joueurs comme Michael Porter ou comme Jamal Murray en se disant que de toute façon ils allaient pouvoir exploser leur cap, sauf que le nouveau CBA est arrivé. Vous connaissez un peu le détail du nouveau CBA, il bloque pas mal de choses et donc forcément il a fallu réorienter un petit peu la façon de fonctionner de la franchise. Mais c'est vrai que Calvin Booth, si on prend les dernières années, il y a quand même, ce qu'on peut noter, le premier élément qu'on peut noter, c'est une vraie capacité à drafter. Avec des choix de draft qui sont assez lointains, mais qui ont tendance à être des bons choix. C'est vrai que celui qui symbolise le mieux ça,
Tu l'as dit, mais c'est certainement Christian Brown qui, pour le coup, on le voit cette saison, explose complètement. Alors, il y a la question du profil, on en a parlé, on vous renvoie au dernier podcast, mais qui, pour le coup, est vraiment un super joueur. On peut aussi ajouter un joueur comme Michael Porter Jr. pour le coup, alors je sais plus si c'est Tim Connelly ou si c'est lui, Michael Porter Jr. C'est Conley, c'est Conley. Ah, En d'accord, tout ok. cas, c'est Conley qui est GM à ce moment-là, ouais. Ok, d'accord. Donc c'est cette équipe-là, mais c'est pas lui, donc on va pas le compter dedans. Il y a Peyton Watson qui mine de rien apporte des choses intéressantes. Il y a Julian Strouser qui a un développement cette année qui est intéressant. Bon, Zeke Nagy, on sait que toi t'aimes bien ce joueur-là. En tout cas, il y a la capacité sur des pics de draft assez lointains à aller chercher des joueurs intéressants. Mais on est clairement sur des pics qui sont des joueurs à développer et on n'est pas sur des pics qui, pour le coup, viennent alimenter une équipe qui doit jouer le titre tout de suite. Effectivement, déjà, on sent le premier décalage. Et l'autre côté, l'autre part, qui avait pu apparaître comme gênante avec Calvin Booth, c'est les trades. On l'a beaucoup dit, Denver a eu du mal depuis KCP à faire des trades intéressants pour renforcer ce 5 majeur qui était très fort et a eu du mal à renforcer l'effectif. Là, c'est toujours difficile de savoir s'il faut l'imputer au GM ou à la relation GM-coach, ça pour le coup. En tout cas, là où c'est difficile de, je trouve, tout imputer aussi à Calvin Booth, c'est que, en fait, c'est un problème historique des Nuggets, quoi. C'est-à-dire que, on en a parlé maintes fois, mais en fait, depuis l'époque Tim Connelly, il y a une tendance quand même à faire des trades perdants. Je pense que le seul trade vraiment gagnant de l'ère, on va dire, Tim Connelly, Carney Sovas, Calvin Booth, c'était celui d'Aaron Gordon. Et encore, Denver avait donné quand même, je me semble, 2 tours de draft et Gary Harris. Bon, Gary Harris qui était clairement sur la pente descendante, mais à part celui-là, finalement, ouais, il y avait beaucoup de trades perdants. Il y a peut-être celui de KCP qui, effectivement, était plutôt honnête. Mais ça fait peu, quoi. Sachant qu'Aaron Gordon, c'était en plus un vrai pari parce que pour le coup, le joueur qu'il est devenu n'a absolument rien à voir avec le joueur qu'il était à l'époque. Il était. Et pour le coup, c'est un vrai pari qui fait presque d'ailleurs la bascule vers l'autre partie de ce duo. Parce que pour le coup, Aaron Gordon, c'est aussi une création de Mike Malone. C'est Mike Malone. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur Calvin Booth? Non, en fait, Calvin Booth, effectivement, comme je disais, c'est dur quand même d'avoir du recul sur la question parce qu'il y a finalement très peu de temps. Il y a de la déception, mais il y a aussi un contexte pas évident, comme tu l'apprécies sur le CBA. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est quand même quelqu'un qui était excellent pour drafter. Et je pense que, en fait, celui qui incarne le plus ça, c'est Peyton Watson. Parce que, enfin, moi, je suis pas la NCAA, mais de ce que j'ai compris, Peyton Watson, dans son année NCAA, il avait, enfin, je veux dire, il donnait pas vraiment de raison d'aller le chercher. Et Calvin Booth a vraiment fait le forcing pour aller le prendre avec un premier tour de draft. Et bah ouais, c'est une réussite et ça prouve qu'il y a un flair qui est évident, quoi. Et donc ça nous amène à la deuxième partie là sur laquelle on a plus de choses à dire parce que c'est un peu plus clair. Et d'ailleurs, c'est le premier élément qui a été annoncé. Le premier élément qui a été annoncé, c'est pas le départ de Calvin Booth, c'est bien le départ de Mike Malone. Et alors là, Jérém, je te laisse carte blanche. C'était quoi le problème avec Mike Malone? Alors, il y a un historique qui est assez ouf avec Mike Malone, hein, parce que comme on disait dans le dernier podcast, assez rapidement, mais Mike Malone, ça fait 10 ans qu'il est coach des Nuggets. Il n'y a pas beaucoup de coachs en NBA qui ont fait plus de temps que ça aujourd'hui et qui sont encore en poste. Euh, Moi, le problème que j'ai avec Mike Malone, c'est que j'ai toujours eu la sensation que sans Jokic, il n'y avait absolument pas de créativité offensive. Et le problème, il dure même d'avant ça, parce que si vous vous souvenez de l'historique des Denver Nuggets, quand en 2016, finalement, il comprend que Nikola Jokic est plus important que Jusuf Nurkic, les Nuggets font une saison et demie d'exception, et quand Paul Millsap débarque chez les Nuggets, moi, il y a toujours ce truc qui m'a un peu choqué et que j'ai jamais oublié, c'est qu'en fait, on aurait dit qu'après 1 an et demi à avoir une attaque qui était absolument magistrale, parce qu'il avait découvert une forme de génie offensif, il a donné en fait les clés offensives des Nuggets pendant 3 mois à Paul Millsap en réduisant Nikola Jokic à une sorte de second rôle. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, quand même, tu as une attaque qui est unique. À ce moment-là, elle était vraiment unique, l'attaque des Nuggets. Et en fait, t'as pas réalisé qu'elle est unique parce que ton meilleur joueur est une forme de génie offensif en développement. Et depuis, ce qu'on reproche à Mike Malone, c'est que si Nikola Jokic n'est pas sur le terrain, les Denver Nuggets sont la pire attaque NBA quasiment tous les ans sans sa star. Donc déjà, c'est un point de départ, c'est que je pense que Mike Malone, en tant que coach offensif, est relativement moyen, quoi. Et malheureusement, sous couvert qu'il avait, on va dire, l'assentiment général du vestiaire, parce que je pense qu'effectivement, Mike Malone, c'est un coach, pardon, qui est très proche de ses joueurs.
il a été quand même protégé pendant très longtemps de ses lacunes. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses de l'extérieur, mais déjà moi c'est un point de départ qui me gêne beaucoup. Alors juste pour rappel et pour recadrer un peu ça, cette saison, pour vous donner un ordre d'idée, quand Nikola Jokic était sur le terrain, Denver a un offensive rating de 127, ce qui doit sans trop de doute les mettre premiers de la NBA d'ailleurs. Premier, d'assez Euh, loin, ouais. et sans lui, ils sont à 107 d'offensive rating. Donc on perd 20 points d'offensive rating, sachant qu'en gros, il joue les 2 tiers du temps sur l'ensemble de la saison contre les blessures et tout ça. Donc il y a un vrai enjeu à réussir à le stabiliser. Et on sait que pour le coup, ça c'est quelque chose de récurrent. Je pense même d'ailleurs que ça ne doit pas être l'année record. Parce que je crois qu'il y a des années où ça monte encore quoique non, parce que l'année dernière c'est 124 et 107. Je crois que c'est 2022-2023 où il y a un énorme différentiel. Je regarde juste rapidement en même temps. Mais en tout cas, voilà. Donc on est dans un contexte où effectivement l'attaque a toujours été compliquée à mettre en œuvre sans lui. On avait fait un podcast là-dessus. Effectivement, tu as raison. 2022-2023, c'est encore un peu plus impressionnant. Il y a 21 points d'écart d'offensive rating entre quand il est sur le terrain et quand il ne l'est pas. On en avait parlé ensemble, on avait un peu défendu 2 positions. La position où en fait Mike Malone n'était pas assez capable d'ajustement, et une autre position qui est un peu plus la mienne, qui est de dire que quand tu as ce type de joueur-là, c'est un style de jeu tellement particulier que ça te rend forcément dépendant de cette façon de jouer et que tu n'as pas assez de répétitions pour pouvoir justement le combler. Moi, ce que je voyais sur Mike Malone, c'est vrai que c'est assez compliqué de juger, tu vois, l'apport de Mike Malone. Ce qui est sûr, c'est que il a accepté de mettre en place un style de jeu non conventionnel qui a été très fonctionnel. Et ça, moi, je trouve que c'est jamais anodin, tu vois. Dans une NBA qui courait de plus en plus, qui jouait de plus en plus avec ses extérieurs, il a accepté de tout mettre sur un joueur intérieur. Et dans une NBA qui essayait d'étirer le terrain au maximum, c'est un des premiers qui a remis en place les systèmes de cut un peu, tu vois, pour mettre de la pression au cercle un peu différemment que par le drive. Donc moi, je trouvais ça intéressant et j'ai toujours trouvé que Denver était en plus une équipe qui défendait bien, mais là, tu parlais surtout de l'attaque. Ce qui est sûr, c'est que les moments sans Nikola Jokic, c'est un peu moins le cas cette saison, je trouve. Je trouve que c'est un peu moins le cas de cette saison, mais il y avait un vrai truc de... en fait, c'est du Jamal Murray Hero Ball et ça ressemblait un peu à rien, quoi. Ouais, mais en fait, alors, une frustration avec Mike Malone, c'est souvent l'impression que quand il y a des changements qui s'opèrent, c'est des changements qui ont été contraints par la situation, en fait. Par exemple, cette saison, oui, il y a moins de airball Jamal Murray, mais en fait, quand tu regardes, on a eu un début de saison qui a été très très difficile physiquement pour Jamal Murray. Et en fait, la solution qu'ils ont fini par accepter, c'est de dire, en fait, il faut le libérer de la balle parce qu'il n'est pas capable de porter le ballon. Et du coup, effectivement, il y a eu un retour de Jamal Murray plus en joueur off-ball qui a en quelque sorte décentralisé l'attaque des Nuggets sans Nikola Jokic. Et en fait, tu as l'impression que ouais, tous ces changements, ils sont toujours guidés par la situation du moment. Le fait que Jalen Pickett et Zeke Nagy reviennent dans la rotation, c'est parce que tu as des blessures chez Peyton Watson et chez Jamal Murray. Et dans l'histoire de ces Denver Nuggets-là, il y a toujours une sensation que Mike Malone est très long à s'adapter. Et quand il s'adapte, il se rend compte dos au mur qu'il y avait peut-être d'autres opportunités. Et c'est hyper frustrant. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, pour y revenir, où tu disais que bah, effectivement il avait quand même senti des choses, il faut quand même rappeler que le système offensif qui a été dessiné autour de Nikola Jokic a été dessiné non pas par Mike Malone, mais par Chris Finch, qui ensuite a quitté le staff des Denver Nuggets. Et que mine de rien, quand même, la base de tout ça, elle est probablement pas venue de Mike Malone. Et c'est toujours difficile de faire la différence entre qu'est-ce qui vient du coaching staff et qu'est-ce qui vient du head coach. Mais par exemple, l'exemple qui pour moi est le plus marquant là-dedans, c'est peut-être les Raptors de Dwayne Casey, où il y a un changement dans sa dernière saison aux Raptors, où l'équipe joue complètement différemment. Il est viré, et on se rend compte qu'en fait, c'était Nick Nurse qui était vraiment derrière tout ça. Et ouais, j'ai la sensation que dans le cas de Mike Malone, il a beaucoup dû à ses assistants coach. Alors ça, effectivement, de toute façon, on l'avait dit tous les deux dans un podcast, c'était que parfois c'est presque maladroit de juger un coach, il faut plutôt juger un coaching staff. Parce que en réalité, nous, on est assez peu capable de savoir... comment dire, le coach, il est comptable du résultat de son coaching staff. Mais pour nous, il est assez difficile de savoir qui met en place le système défensif, qui met en place le système offensif. Et en tout cas, Mike Malone était comptable d'un système offensif fonctionnel qui a su d'ailleurs continuer à s'adapter dans le temps. Parce qu'il est resté coach combien d'années du coup Mike Malone, 7 ans? 10 ans. Combien de temps?
Il arrive en 2015, Mike Malone. Ah ouais, donc 10 ans. Donc sur un espace de 10 ans, il a quand même réussi. Enfin, la NBA a changé, les courants ont changé, et puis il y a énormément de mouvements. Il a quand même continué à faire en sorte que cette attaque soit efficace. Toutefois, nous, on avait bien noté, dans le podcast qu'on avait fait la dernière fois sur Denver, qu'il nous semblait que l'équipe allait un peu dans le mur. Enfin, je crois qu'il me le semblait un peu plus pour moi que pour toi. Je ne sais plus exactement ce qu'on s'était dit. Parce que le système offensif tenait quand même sur un spacing vraiment délicat, et qui marchait sur une surchauffe d'Aaron Gordon et de Nikola Jokic, notamment d'Aaron Gordon, qui est dans des pourcentages absolument délirants. Et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont à contre-emploi cette saison et qui jouent dans un style de jeu qui en fait est plutôt de l'adaptation par rapport aux contraintes qui sont posées par l'effectif. Et donc, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça passe parce qu'il y a du talent et parce qu'il y a Nikola Jokic, mais on sentait bien que cette équipe était nettement en dessous de ce que doit faire une équipe avec Nikola Jokic. On est d'accord? Ouais, bah, c'est là que en fait, on peut aussi comprendre la volonté de vouloir repartir à zéro parce que c'est une double faute. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'absence, ou en tout cas le manque de flexibilité de Mike Malone qui a été reproché pendant, je pense, au moins 7 des 10 années qu'il a passé à la tête des Nuggets. Et de l'autre, il y a effectivement l'effectif qui a été construit par Calvin Booth qui ne manque pas de talent et c'était un peu un des sujets de notre podcast il y a 2-3 semaines, mais qui pour autant a des lacunes assez nettes parce que bah, t'es peut-être pas allé chercher les vétérans qu'il fallait aller chercher pour compléter ce qui te manquait, quoi. Et bah, l'addition des deux rendait l'ensemble fragile. Et je pense que là, les résultats récents des Nuggets qui sont passés de on devrait terminer 2 3e à peut-être qu'on va finir au play-in, à peut-être accélérer le process, quoi. Sachant que en plus, au cours de la saison, Nikola Jokic avait quand même tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, et avait indiqué une forme de mécontentement quant à la situation, même si on ne savait pas trop s'il visait directement le coach ou pas. C'était le 8 novembre dernier où il disait: nous allons vraiment dans la mauvaise direction, c'est la faute de tout le monde, pas seulement du coach, c'est pas de sa faute si nous ne mettons pas de tir, etc., etc. Bien sûr, il a une petite part, mais nous sommes simplement pas bons collectivement. Il avait réitéré en décembre en disant qu'il trouvait que son équipe ne jouait pas bien et qu'elle n'allait pas dans le bon sens. Donc c'est vrai que, et Aaron Gordon aussi l'avait dit, que la marge d'erreur était quand même moins importante que les autres années. Les cadres de cet effectif avaient quand même signalé 2-3 fois que pour le coup, l'équipe n'allait pas dans le bon sens. Et c'est vrai qu'on avait noté ensemble qu'un élément qui avait fortement changé, c'est l'équilibre de ce 5 majeur qui est démentiel avec le départ de KCP. Et le départ de KCP, difficile de savoir s'il est plutôt dû à Mike Malone, plutôt dû à Calvin Booth ou plutôt dû tout simplement à Orlando Magic qui a mis les pesos sur KCP, quoi. Bah, en tout cas, ce qui est sorti sur le cas KCP, c'est que dans un premier temps, du coup, on savait quel contrat il avait accepté à Orlando, que euh, le coach, enfin pas le coaching staff, les GM ont fait sortir l'information qu'ils avaient proposé un contrat équivalent à celui qu'il avait accepté. Et puis quelques temps après, ça a été démenti par KCP qui disait que rien n'avait été mis sur la table par Denver. Ce qui peut effectivement faire penser que, on ne sait pas si ça vient des proprios ou des GM, mais il y a eu une volonté de faire des économies, quoi. Ouais, dans un contexte où en plus ils avaient un jeune qui poussait derrière, qui à l'évidence est un meilleur joueur que KCP, en l'occurrence Christian Brown, mais qui convenait peut-être un peu moins à ce qui se passait. Tout ça se passe aussi dans un contexte où la saison de Denver elle est un peu particulière parce que Denver a été en fait dans le haut de la conférence Ouest durant toute la saison, sans trop qu'on comprenne pourquoi et sans trop qu'on comprenne comment, parce qu'on était quand même tous un peu conscients que l'équipe ne valait pas son bilan. Elle était notamment très très efficace contre les petites équipes en gagnant énormément de matchs et en laissant passer très très peu. Mais dès que le niveau grimpait un peu, il y avait une forme de plancher, moi je trouvais. Je sais pas si tu avais une forme de plafond, pardon, qui était pas très haut. Je sais pas si tu avais la même sensation. Et effectivement, elle n'allait pas dans le bon sens. Tant et si bien qu'aujourd'hui, Denver est dans une situation où il a le même nombre de défaites que le 8e de la conférence Ouest. Ouais, bah en fait, je pense que ce qu'il faut aussi dire, c'est que on a vu quand même une conférence Ouest qui, depuis des décennies, est de très haut niveau. Si on enlève peut-être une saison en 2022-2023 d'ailleurs. Mais globalement, là, Denver, avec je crois 47 ou 48 victoires, est en position d'être aussi bien troisième que huitième. Et c'est aussi, je pense, le fait que la conférence, même si elle est dense,
il n'y a pas vraiment d'équipe élite en dehors du Thunder qui sort du lot. Et c'est aussi ça qui a permis à Denver de faire illusion toute la saison d'une projection où à 50 victoires, tu serais éventuellement deuxième à l'Ouest en fait. Oui, et on peut même ajouter que l'équipe va avoir un volume de défaites quand même nettement plus important que les 2 dernières saisons. Enfin, nettement plus Mm. important que les 2 dernières saisons. L'année du titre, ils sont à 29 défaites. Là, ils vont arriver entre 32 et 35. Enfin, ça peut même un peu chuter. Et l'année dernière, Sachant que l'année du titre, tu te reposes à partir de la fin mars où Denver ne joue quasiment plus un seul match avec ses titulaires. bah, Juste pour ça peut préciser. ajouter ça. Et Voilà. l'année dernière, vous êtes à 25 défaites. Et là, vous étiez déjà à 32, alors qu'on est clairement sur la meilleure saison de Nikola Jokic et la meilleure version de Nikola Jokic. Donc il y a une forme de décalage là pour le coup. Est-ce que tu vois d'autres trucs à dire sur Mike Malone? Euh, non, en fait, le cas de Mike Malone, c'est que je pense que c'était un coach qui a quand même fait des progrès assez nets durant les 10 ans qu'il a passé à Denver. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas su combler certains éléments schématiques et en termes de rotation. Et que sa principale force, qui était, comme je disais, je pense, d'arriver à quand même amener un vestiaire dans la même direction et à obtenir une adhésion collective, semble s'être effrité depuis un an. Et je pense que effectivement, cette guerre un petit peu avec ses GM, c'est un peu ça qui l'a enterré. Et donc, je pense que finalement, je pense que c'est la meilleure chose à Denver aujourd'hui cette année, enfin, de se dire, en fait, on n'arrive pas dans une situation où on est deux ou troisième. Et finalement, c'est ce qu'on doit attendre de cette équipe. Mais plutôt, là, en fait, on se rend compte qu'on a été fragile toute la saison et que c'est peut-être le résultat aussi d'une incapacité entre deux groupes qui auraient dû travailler ensemble à travailler ensemble, quoi. Bah, c'est sûr que, en tout cas, 2 choses qu'on peut ajouter là-dessus. La première, c'est que si vous êtes contesté en interne, il est toujours plus difficile d'affirmer votre position que si c'est pas le cas. Je vous renvoie presque à l'expérience de Milgram là, si ça vous intéresse. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'autorité légitime de la structure dit vous êtes légitime, ça n'a pas la même influence sur vos élèves, on va dire, que si c'est pas le cas. Et donc dans un contexte où tu es de plus en plus contesté par le plus haut de la hiérarchie, forcément, ça ouvre des espaces pour que tu puisses être contesté. Et certainement qu'il l'a payé. Ça me renvoie aussi, parce que tu dis que c'est une bonne chose qu'ils partent. Enfin, le timing, il est quand même un peu étonnant, quoi. Et ça me renvoie, je sais pas si tu te rappelles, dans les podcasts qu'on a fait l'année dernière pendant les playoffs, où moi j'avais dit, tu étais plutôt d'accord, je crois, plus ou moins d'accord, mais il me semble plutôt d'accord, sur l'idée de dire que ça aurait peut-être été bien que Denver se fasse un vrai crash durant les playoffs de l'année dernière, que finalement le 4-3 contre Minnesota t'a donné l'impression que c'était pas si loin de passer, alors qu'on était d'accord sur le fait qu'il y avait un besoin d'un vrai changement, que l'équipe allait un petit peu dans le mur. Et finalement, ça a continué sur une saison de plus pour que tu sois clairement sur une saison qui sert à rien. Parce que là, tu changes ton coach à l'arrivée des playoffs. C'est la pire situation possible quand même. Ouais, mais comme ouais, je suis d'accord avec ça, hein, et en fait, oui, le timing, il est en soi désastreux. Mais moi, je suis content parce que ça veut dire que, en fait, il savait que peu importe ce qui allait se passer après, la saison était un échec. La situation méritait du coup d'apporter un changement. Et oui, la crainte qu'on avait, je crois, dans les podcasts, c'est se dire, imagine Denver va au second tour. Finalement, ça va valider pour eux qu'ils vont dans le bon sens. Et tant, ils vont rien changer. Bon, bah voilà, on n'a même pas attendu les playoffs. On a compris qu'il fallait changer des choses. Euh, donc pour moi, ouais, c'est une victoire. Et je crois que comme je te disais dans la journée sur Messenger, de toute façon, si Denver tombe au play-in, autant manquer les playoffs en fait. Genre là, c'était le scénario idéal pour Denver de se dire, bah limite, ouais, tu passes à côté des playoffs et tu comprends que il faut redevenir ambitieux et il faut essayer d'amener des vétérans dans ce groupe-là, quoi. C'est intéressant que tu abordes ça parce que effectivement, c'est le deuxième cas qu'on a là sur les 10 derniers jours avec le départ d'un coach d'une équipe qui peut jouer les playoffs. Enfin, même qui joue top 4 de la conférence Ouest quand même. Enfin, c'est dingo. De le départ d'un coach juste avant le début des playoffs. Il y a eu Memphis il y a une dizaine de jours avec, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, ce chauve là, c'est une catastrophe. Le coach de Memphis, Dave Jorger. Non, c'est l'ancien ça. Putain, c'est Non, terrible. là tu es loin là. Ouais, c'est Jennings. J'arrive jamais, j'ai sa tête, mais j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Coach de Memphis, ça va me C'est revenir. toujours Jenkins. Effectivement, tu as raison, c'était Jenkins. Et qui a été remplacé d'ailleurs, de Tyler Jenkins, ouais, qui a été remplacé par Thomas Lizalo.
l'ancien coach du Paris Basket. Là, on a un deuxième cas avec Denver qui fait ça. Toi, c'est étonnant ça quand même. Ça t'inspire quoi là, ces départs en fin de saison sur des équipes qui ont quand même des trucs à jouer quoi. Je pense que c'est des équipes qui sont conscientes que de toute façon, elles sont pas en position d'aller loin et que, alors, je sais pas, tu vois, pour moi, c'est plus difficile de parler de Memphis parce que je les ai moins suivis dans leur construction à travers le temps. Euh, mais en fait, c'est des équipes qui sont conscientes qu'elles ont raté le coche, quoi. Elles ont raté le coche. Et je pense que la dynamique à Memphis était si désastreuse que ils se sont dit, bah, il vaut mieux créer un électrochoc et arriver dans l'été et que ce soit déjà quelque chose qui soit derrière nous. Et je pense que Denver a un peu la même approche, c'est-à-dire que là, ils se disent que ça passe plus et que tant pis quitte à bazarder cette post-season, au moins une fois qu'ils arriveront dans l'intersaison, il y aura pas ce mouvement de coach potentiel et on passera à la suite, quoi. Ouais, effectivement, ça peut donner l'impression qu'on a besoin de marquer un temps fort, une espèce de marquer le coup en fait. Et là, on le marque Ouais. particulièrement parce qu'on veut montrer la rupture. Alors, c'est encore plus fort à Denver parce qu'on enlève le GM aussi. Et alors, enlever un GM avant la draft et tout, putain, c'est quand même étonnant, hein. Mais bon, enlever un GM à ce Surtout un moment-là. GM qui est bon à la draft. Ouais, surtout un GM qui est bon à draft, c'est quand même très bizarre. Mais effectivement, ça doit noter, ça doit noter de cette volonté-là. Peut-être Bon, après Denver, il me semble, n'avait pas son tour de draft cette année, hein, donc bon, voilà. le dernier point peut-être qu'on peut se noter, c'est on sait que la relation entre Mike Malone et Nikola Jokic était quand même assez forte. Mm. Mais comme tu le dis, hein, entre de toute façon Mike Malone et tous ses joueurs, même si elle s'était peut-être un peu effritée cette saison. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur l'avenir de Jokic? Je t'avoue que j'ai pas voulu y penser. En fait, j'ai du mal à voir Nikola Jokic demander un trade. J'ai l'impression que enfin, il a toujours communiqué dans le sens où il voulait jouer pour une seule équipe et prendre sa retraite pas trop tard. Donc j'ai du mal à le voir bouger, mais effectivement, ça peut être une gifle et donc à voir quelle stabilité ils vont apporter derrière. Qu'est-ce qui va être? On sait que maintenant c'est David Adelman qui va prendre le relais jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que finalement c'est lui qui va prendre la tête de l'équipe ou est-ce qu'il y a un plan derrière pour amener un nouveau coach? Auquel cas, est-ce que Nikola Jokic va être un petit peu dans le process de recrutement? Je t'avoue, j'en sais rien. Je dirais que non, Nikola Jokic va pas bouger. Mais effectivement, il faut aussi reconnaître que Mike Malone était quand même une des pierres d'ancrage de cette franchise de Denver version Nikola Jokic et que c'est quand même, c'est pas juste on change un coach, c'est ouais, on change une pièce majeure d'une décennie de construction en fait. Quoi qu'il en soit, hein, Jokic est en contrat jusqu'en 2026-2027. Donc finalement, ça va aller assez vite quand même, hein, parce que tu arrives la saison prochaine, il ne reste que 2 ans, hein, parce qu'après, c'est une player option Mm. en 2027-2028. Donc ça devrait aller assez rapidement, effectivement. Compliqué de savoir, de toute façon, de se projeter sur l'avenir de Nikola Jokic. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que Denver a plutôt laissé l'impression qu'il misait sur le groupe actuel. Il y a la prolongation en début de saison, je crois qu'il y a eu 2 prolongations. Il y a eu celle d'Aaron Gordon qui s'est fait à un prix Maxima. Et je me demande s'il n'y avait pas une deuxième, non, Non. juste Aaron Gordon, qui avait été fait à un prix Non, très très pas cher, un max. qui laissait plutôt penser qu'il voulait continuer là-dessus. Maintenant, s'il y a une envie de vraie rupture, aucun joueur dans la NBA n'a plus de valeur que Nikola Jokic. Donc, Je, je bon. pense néanmoins que si aujourd'hui, en tout cas, la franchise se demande qu'est-ce qu'elle peut récupérer pour un joueur, c'est pas pour Nikola Jokic, hein. Il y a au moins 3 4 joueurs, voire 15 joueurs qui passeront avant lui. Probablement, oui, oui, c'est À sûr. commencer par Jamal Murray, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. À commencer par tous. Tous C'est ça. tous Mais un en passeront avant lui. particulier, je dirais, c'est quand même Jamal Murray, pour être honnête. Mm. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur cet événement mastodonte pour lequel on voulait vous faire un petit podcast? Non, je pense que l'idée, c'est de faire court. On s'était dit qu'on n'irait pas trop dans la spéculation. C'est pour ça qu'on n'a pas abordé justement qu'est-ce qui va se passer après, vraiment de manière dense et réfléchie. D'autant que on est à chaud. On a démarré le podcast sans plan. Moi, particulièrement alcoolisé. Donc, bon, voilà. Ouais, ce podcast était très bien tenu jusque-là, mais, Ah, bah, il faut le dire. Attends, j'ai tenu mon rang. Je tiens à le dire. bon, je sais pas, sortez couvert, hein, Christophe de Chavannes, si tu m'entends. Mais en tout cas, effectivement, l'idée c'était surtout de vous remettre un peu le contexte pour vous permettre de tout bien avoir en tête. Et puis, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler.
À plus.